nous voilà déjà de retour après cette petite... Oui, tu vas bronzer un peu. C'est bien, mais t'es un peu palichon. Donc, ouais, c'est le manque de sommeil. Comme chaque année. Bon, je vais pas t'expliquer parce que tu sais comment ça marche. C'est la 3e année que tu reviens déjà. Voilà. Et ben écoute, à toi de jouer. Merci. À bientôt. Bonjour à tous. Je m'appelle Christophe. Je fais les choses bizarres avec mon code. Et notamment avec tout ce qui est webfront. Je suis ici pour vous parler aujourd'hui de ECMAScript 6. Donc voilà, je m'appelle Christophe, j'ai à peu près cet âge-là à la minute près, et j'ai fait quelques trucs, parfois de ci, de là, et je donne pas mal de formations. Alors, il y en a parmi vous qui vont se dire, mais comment ça, ES6, attends, bouge pas, moi je suis encore en ES3, ES5 déjà, j'ose pas trop, la température de l'eau, tout ça. Certes, mais en fait, on a d'autres possibilités aujourd'hui pour travailler avec ça, et c'est vrai que c'est surtout lui qui va nous sauver. Traditionnellement, avec le webfront, on s'est tellement brûlé les ailes, on s'est tellement cramé la gueule avec... là, je vous parle même pas que du webfront. Mais dans le webfront, avec les histoires de oui, mais IE6, et puis ensuite oui, mais IE7, et puis ensuite oui, mais IE8 et tout. Et donc, en fait, toutes ces super technos dont j'entends tout le temps parler, je peux pas m'en servir, mes clients, c'est tous des nazes, etc. Donc, on n'a plus tellement ce problème-là aujourd'hui, dès l'instant où on peut avoir une runtime au moins ES5. Donc, côté serveur, tout le monde. Côté client, on va dire tout le monde, parce qu'en fait, le seul qui fout encore un peu la merde, c'est IE8. Et les derniers audits, les derniers sondages qu'on fait montrent qu'il y a vraiment maintenant une proportion quasi insignifiante, moins de 1%, hein, des agences, boîtes, etc., qui ont encore besoin de prendre en charge IE8. Et évidemment, si tu as certains clients, services publics ou autres et tout, bon, tu es encore en mode 20e siècle, mais IE8 est devenu vraiment insignifiant, même Microsoft le pousse le plus possible vers la sortie, même IE9, il le pousse vers la sortie. Donc dès l'instant où tu as au moins IE9 pour ton front, tu as ECMAScript 5, et ça veut dire qu'en fait, via des outils comme Babel, qui ici a entendu parler de Babel déjà? Voilà, c'est super. On a presque tout ES6, on a même des bouts de ES7, etc. Je vous rappelle très brièvement, JavaScript c'est une marque. Tout le monde dit JavaScript pour parler du langage. Le langage en fait s'appelle ECMAScript, le standard officiel. C'est géré par un comité qui s'appelle le TC39 au sein d'un organisme de standardisation qui s'appelle l'ECMA, qui est basé en Suisse à la base. Et donc ces gens-là ont vachement glandé avec JavaScript, on va dire JavaScript hein, pour faire simple, ont vachement glandé avec JavaScript pendant super longtemps, de 97 jusqu'à 2005. Hein. Il s'est pratiquement rien passé et il a même fallu attendre vraiment 2009 pour qu'on commence à avoir quelque chose genre ECMAScript 5 et ce ECMAScript 5 qui était la première vraie grosse version depuis ECMAScript 3 qui était la dernière publique, la 4 étant morte-née, il n'y avait pas d'énormes évolutions. ES6 qui est officiel, hein, qui a vraiment, ça y est, sorti la standard officielle en juin, mais qui a déjà implémenté pour la plus grande partie depuis bien longtemps. ES6, lui, apporte une terre à chier de nouveaux trucs. C'est un nouveau langage, pratiquement. Et il est notamment conçu pour faire beaucoup, beaucoup moins peur à tous les gens qui, n'ayant absolument pas du tout fait l'effort d'apprendre JavaScript, étaient persuadés que c'était un langage de merde. Était persuadé que c'était pas objet par exemple, alors que JavaScript est infiniment plus objet que Java par exemple. Et puis Java, vous avez vu, c'est officiellement mort, hein, Oracle, ça y est, on sait qu'ils ont l'intention de l'abandonner de toute façon à assez court terme. Donc tous ceux d'entre vous qui êtes en SS2I, eh bien je ne pourrais dire qu'une chose, je vous l'avais dit. Et donc allez-y, c'est le bon moment justement d'aller sur JavaScript parce qu'avec ES6 ça vous fera beaucoup moins peur, ça ressemblera beaucoup plus à ce dont vous avez l'habitude, c'est juste que ça va être rapide. Alors, je suis particulièrement conçu, je ne supporte pas les trollers. Je me l'interdis absolument, je trouve ça pas du tout pro. Donc cette conférence est absolument garantie sans troll, ou pas. Donc Babel, qu'on va utiliser, Babel qui à la base s'appelait 625, c'est un projet qui a à peine 1 an et demi et qui est devenu ultra dominant. Tout le monde aujourd'hui est passé à ES6 parce qu'en fait, si tu peux te permettre d'avoir ES5, tu peux te permettre d'avoir ES6 ou ES7 grâce à ce projet-là. C'est pas le seul, il y en a d'autres, il y a Tracer, il y a des choses comme ça. Mais Babel est de loin le transpiler le plus avancé, c'est-à-dire le programme qui va prendre ton code en ES6, voire ES7 avec des morceaux ou autres, et le transformer en quelque chose qui tourne en ES5. Tu peux presque tout faire. Il y a pratiquement que les proxies ou de trucs très velus planqués dans un coin que tu ne peux pas faire. Tout le reste, tu peux le faire en ES5. Et donc, tu peux te mettre aujourd'hui à faire de l'ES6. On va voir pourquoi. Et Babel,
s'intègre avec absolument l'univers, vous avez des liens, ces slides seront en ligne, vous aurez le lien à la fin, s'intègre avec absolument tous tes outils de build, toutes tes technos, tous tes EDI, etc. C'est très 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 facile à mettre en œuvre, et ça nous permet de faire de l'ES6 aujourd'hui, et on le voit, toutes les technos, les frameworks qui sortent autour, là en ce moment, que ça soit tout ce qui est autour de React, tout ce qui est autour d'Angular 2, Ember 2, Aurelia, tous ces gens-là, tous ces trucs-là, Redux et tout, tu regardes les exemples, tu regardes les tutos, c'est en ES6, directement. En fait, l'intégralité du code front de Facebook est en ES6 transpilé par Babel. Ils ont embauché le mec de Babel pour être sûr que ça continuera à marcher. Donc aujourd'hui, les volumes conséquents de code JavaScript, React, trucs, choses, machin de ouf qui font tourner Facebook, ce qui fait beaucoup de choses et beaucoup plus compliqué que ce que toi tu fais dans ta boîte, Babel et ES6, ça marche. Donc viens pas me dire, oui, mais moi, tu comprends, j'ai un use case. Non, c'est pas vrai, c'est une excuse. Le ES6, pourquoi tu vas vouloir y aller? Parce que peut-être qu'effectivement, tu ne peux pas encore te permettre les service workers, tu ne peux pas te permettre les background notifications, sync, push, machin, truc, chose, super techno de malade, les web components. Peut-être, mais ES6, tu peux. Et donc tu devrais y aller, pourquoi? Parce que déjà, ça va être plus facile. C'est plus facile à apprendre quand on ne connaît pas du tout, par rapport à JavaScript tout nu, à ES3, quoi, ou même ES5. C'est plus facile à utiliser, on peut faire des choses plus puissantes avec beaucoup moins de code, avec du code plus lisible. C'est plus fiable, c'est-à-dire que ES6, quand on code en mode ES6, il y a un mode strict qui est là d'office déjà, et puis il y a d'autres choses, et il y a plein de pièges traditionnels d'ECMAScript qui ne sont plus possibles. On va se faire défoncer en fait par le compilateur ES6 si on fait du code qui essaie de faire ce genre de bidouille. Quelques petits pièges aussi d'inattention, d'inadvertance, enfin comme ça, là, hop, ah merde, bon, c'est de moins en moins possible. Et en plus de ça, alors c'est plus performant, ça va l'être. Comme toutes les technos qui sont récentes, la performance n'est pas forcément encore à l'équivalence de la techno qu'elle remplace. Et par exemple, on parlera des fonctions fléchées qui sont légèrement moins performantes pour l'instant que les fonctions traditionnelles, ce qui n'empêche pas qu'il y a des use cases pour les unes et pour les autres. Mais il faut pas que ça t'arrête, parce que moi je peux vous parler de la performance de Java 1 ou Java 2. J'aime autant dire que personne ne ferait quoi que ce soit avec, vu l'état de ces performances-là. Hein. Et puis on arrive plus tard et on a une JVM qui dépote, etc. Enfin bon, elle est bloquante, mais elle dépote. Et du coup, les performances explosent, et on le voit même avec JavaScript. Les performances aujourd'hui de JavaScript entre maintenant et il y a 1 an ou 2 ans, c'est absolument plus les mêmes. On aura la même chose avec ES6. D'une manière générale, tu vas te faire plus plaisir. Donc il faut y aller. Et aujourd'hui, pour illustrer ES6, ce que je voulais éviter de faire, c'est vous montrer comme ça des petits exemples ex nihilo, complètement voilà, isolés, où tu fais oui, bon, d'accord, mais... Bon, ça fait un petit snippet, c'est rigolo, mais je vais vous montrer que les exemples, autant que possible en tout cas, issus de vrais codebase en ES6. Donc qui sont vraiment comme ça, ES6 dans son habitat naturel, tu vois. Pour ça, j'ai utilisé, vous avez un lien, essentiellement, un exemple qui est tiré d'un framework de gestion d'état sur le front que j'adore, qui est exceptionnel, qui s'appelle Redux, qui est minuscule, qui est en quelque sorte Flux, pour ceux qui connaissent Flux, mais sans toute la merde. Hein. On garde l'idée de base qui est géniale et on en fait un truc qui fait 2 kilos de rien du tout et qui défonce tout. Redux c'est une énorme tuerie. Et le mec fait ça en ES6, c'est bien quoi. Quand il écrit de ES6, lui il fait pas semblant, c'est vraiment de l'ES6 de chez ES6 quoi. C'est pas je fais du Java en ES6, tu vois. Donc on va pas tout voir, mais on va voir un certain nombre de choses. Et alors allons-y, on va commencer en parlant des objets et des classes. Alors la première chose, on a enfin au niveau des littéraux objets, on a des petites simplifications. Hein. Par exemple, vous voyez que très souvent quand tu fais un littéral objet, tu te retrouves avec un truc qui dit id, virgule, texte, virgule, truc, etc. Tu sais, parce que tu as une variable locale qui a le même nom, qui contient la valeur et tout. Donc là, tu peux chanter le machin. Juste le nom de la propriété comme ça, c'est comme si tu disais le nom le nom. Hein, donc ça fait des tonnes de cas où c'est plus court. On a également la possibilité de faire ce qu'on appelle des propriétés calculées. C'est-à-dire, vous voyez, le nom de ma propriété est entre crochets. C'est-à-dire qu'en fait, le nom de ma propriété, je vais aller chercher dynamiquement dans la variable qui est à l'intérieur du crochet. Bon, là, c'est une constante. Mais je vais aller chercher là-dedans, showAll, c'est une constante, elle contient un certain nom, et ce nom-là va être utilisé pour le nom de ma propriété. Ça, avant, on ne pouvait pas le faire en littéral. Il fallait fermer le littéral et utiliser la syntaxe crochet par-dessus pour le compléter. On n'a plus besoin de ça, ce qui est très pratique. Et à chaque fois, dans les slides, vous avez un lien détail en bas, qu'on ne verra pas forcément vu la résolution, mais qui vous amène sur la page de Babel qui vous explique la fonctionnalité en question plus en détail. Et vous avez en dessous, je ne sais pas si vous le voyez, mais vous avez également les emplacements dans la codebase de l'exemple, pour ces morceaux de code-là, pour voir un peu leur contexte. On a les classes. Alors, on les avait déjà, soyons très clairs. ECMAScript, depuis ECMAScript 1, il a
la possibilité de simuler l'intégralité de la programmation orientée objet dite traditionnelle, alias pour les nuls. C'est-à-dire vraiment juste des classes comme ça avec un héritage simple, bidule, la possibilité d'appeler la version héritée, patati patata. On a toujours pu le faire, simplement comme JavaScript est un langage basé sur les prototypes, la syntaxe pour ça était contre-intuitive pour les gens qui venaient d'un langage avec une syntaxe traditionnelle. Donc moi vraiment j'ai vu des tas de gens qui me disaient bah non, JavaScript c'est pas objet, regarde il n'y a pas classe. Voilà. C'est un peu parce que raison. Tu vois, voilà. C'est-à-dire que j'ai pas du tout fait l'effort de lire le premier manuel possible sur JavaScript, mais j'ai une opinion vachement arrêtée sur le sujet, tu vois. Donc maintenant, histoire de ne pas vous faire peur, à tous ces gens-là, on a les mots-clés en question. Ça n'est que du sucre syntaxique. Ça ne rajoute aucune fonctionnalité avec ECMAScript 5 ou 3 ou 2 ou 1. C'était déjà là, mais on a fait que ça ressemble à ce que vous connaissez. Donc tu trouveras une tonne de nazes pour dire « Ah, ça y est, depuis S6, enfin c'est objet ». Oui, non, c'est... Enfin, je peux me passer de dire le manuel. Donc donc tu as classe, tu as extends, il y a le mot-clé constructeur, il y a super qui permet soit en tant que fonction d'appeler le constructeur parent, soit super point truc pour appeler la version héritée de la méthode truc. Et vous voyez qu'on a une syntaxe raccourcie pour les méthodes, c'est-à-dire qu'au lieu de faire le nom de la méthode, deux points, fonction, parenthèse, parenthèse, machin, on a directement le nom, parenthèse, et puis les arguments éventuels et tout ça. On n'a plus les virgules entre les composants de la classe, on a directement les valeurs. Donc ça ressemble énormément à ce qu'on a dans d'autres langages, que ce soit Java, Python, Ruby, etc. On retrouve une sensation de familiarité, mais c'est très exactement ce qui se passait avant en ES5, et ce ne sont pas des classes spéciales, c'est pas une implémentation spéciale dans la runtime, c'est totalement interopérable avec la syntaxe traditionnelle pour faire la même chose en ECMAScript. On peut mélanger des classes déclarées de façon traditionnelle et des classes déclarées comme ça comme on veut, c'est exactement la même chose en interne. Ça, c'est juste un petit peu plus strict. Par exemple, quand tu es dans une classe déclarée avec classe, tu es automatiquement en mode strict ES6, donc il y a des choses que tu ne pourras pas faire, qui sont des mauvaises habitudes. De la même manière, une classe déclarée comme ça, si tu appelles cette classe-là en tant que fonction plutôt qu'avec le new, tu vas te faire défoncer la tête, ce qui est une très bonne chose, alors que si tu le faisais avec du code traditionnel, tu aurais dû mettre en place la vérification toi-même. Il y a un confort énorme en ECMAScript 6 sur plein de petits détails, je vais vous en montrer un certain nombre. La première chose, c'est la déstructuration. C'est quelque chose qu'on a dans plein d'autres langages, on l'a en Python, on l'a en Ruby, on l'a en Go, je crois, on l'a dans pas mal de choses. En Perl, c'est l'affectation déstructurée, la capacité à prendre à droite du égal, ou d'ailleurs à d'autres endroits, là je ne vous le montre pas, mais ça peut être pour des arguments. Dans la déclaration des paramètres d'une fonction, on peut déstructurer directement les paramètres. Dire, bah voilà, ce truc-là, c'est un tableau ou un objet de tableau ou un tableau d'objet ou ce que tu veux, et à la volée, en faisant l'affectation, je vais aller chercher à l'intérieur seulement ce qui m'intéresse. Donc par exemple, ici, vous avez, c'est du code qu'on va trouver dans des composants React, en l'occurrence, ça, dans des méthodes render, par exemple. Et ça, c'est extrêmement fréquent. Vous voyez, le const active count égal, il y a des accolades autour, ce qui veut dire, bah voilà, je fais une affectation déstructurée, c'est-à-dire qu'à droite du égal, j'ai un objet, dedans, il y a une propriété active count, je la prends juste telle quelle, j'en fais une constante active count locale. Hein, quand je veux le renommer, bah, je peux utiliser un deux points. Je peux dire, bon, le truc s'appelle filter dans this.props, mais chez moi en local, il va s'appeler selected filter. Hein. Alors je suis d'accord que ce n'est pas très lisible, on ne sait pas si filter c'est la version dans l'objet ou la nôtre. Hein. Ça aurait été mieux de dire as, mais c'est deux points, pas de bol. On peut faire la même chose pour les tableaux. Et on peut même sauter des positions. Vous voyez, par exemple, dans le deuxième exemple, dans output props children, c'est un tableau, je me fous du premier, et le deuxième, je le prends, je l'appelle filters. Hein. Dans le suivant, c'est le troisième que je prends et que j'appelle clear. Et puis on peut faire ça en profondeur. Donc là en dessous, vous avez un exemple assez tordu qui vient en fait d'un exemple de Esprima, le parseur JavaScript en JavaScript. Et là-dedans, c'est un peu fun. Je me retrouve à la fin avec des variables qui s'appellent A, B et C. A correspond à la propriété hop du résultat, C à la propriété RHS du résultat, et B correspond à LHS.hop dans le résultat. Alors évidemment, si tu abuses de cette syntaxe-là, c'est plus lisible du tout. C'est à toi de trouver le bon équilibre. Hein. Avec un grand pouvoir vient de grandes responsabilités. Mais c'est extrêmement utile, on s'en sert tout le temps. On a également, toujours très utile, on les attendait depuis extrêmement longtemps, le rest et le spread. C'est le même opérateur, point, 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 préfixe. Hein. Un opérateur qu'on va trouver sous d'autres formes. Alors on le trouvait sous la même forme mais en suffixe dans CoffeeScript. On le trouve sous la forme étoile en Ruby. On va le trouver bien sûr en Python, en Perl, etc. On le trouve même dans Java, c'est dire.
Et ça va te permettre en fait de prendre un truc qui serait par exemple une série de valeurs individuelles et d'en faire un tableau, ou inversement de prendre un tableau et de l'éclater en valeurs individuelles. Donc par exemple, là-haut j'ai une fonction winners, cette fonction va prendre autant d'arguments qu'elle veut, le premier s'appellera first, le deuxième runner-up, et tous les autres deviendront un tableau qui s'appelle others. Hein? De la même manière, je peux m'en servir pour prendre un tableau et l'éclater en éléments individuels. Par exemple ici, certains d'entre vous savent peut-être que la méthode concat de array en JavaScript n'est pas modifiante. Elle clone, elle fournit un nouveau tableau. Il y a des gens qui veulent un concat modifiant. Et à côté de ça, on a la méthode push sur les arrays qui, elle, est modifiante et qui peut prendre autant d'arguments qu'on veut, mais il faut que ça soit des arguments individuels. Ça ne peut pas être un tableau. Bah, qu'à cela ne tienne, si je veux concaténer AR2 dans AR1 directement dans AR1 sans créer un nouveau tableau, je peux passer par push, prendre AR2, mais faire ce qu'on appelle un spread, l'éclater en tant qu'argument individuel passé à push. Et en fait, avec ce point, avec ce reste et ce spread, pratiquement tous les cas de figure de bidouillage de la variable arguments qu'on avait l'habitude de manipuler, tout ce qui est array, prototype, splice, call sur arguments, ou arguments.push.apply, machin, tout ça, ça disparaît. Tout ce côté un peu hack, un peu vaudou, un peu tips and tricks, machin, on n'a plus besoin en fait. On a même ça, alors ça c'est de ECMAScript 7, c'est du stage expérimental pour l'instant, c'est-à-dire que ça n'a pas encore été officiellement validé pour ES7, mais on sait que ça va y aller, le canot officieux nous dit que ça va y aller. ES7 c'est juin prochain, hein. Maintenant il y a un ECMAScript tous les ans. Hein. Donc ES7, la spec elle sera finalisée en mars et elle sera officiellement publiée en juin. Et ensuite ES8, ES9, alors il y a des gens qui appellent ça ES 2015, ES 2016, ES 2017, mais ça n'arrive pas à prendre encore vraiment comme notation, on préfère parler de 7, 8, 9, etc. Et ben vous voyez qu'on peut le faire sur des objets aussi. Hein. Par exemple ici, j'ai un objet trainer qui va commencer par prendre tout ce qu'il y avait dans default, ensuite prendre tout ce qu'il y a dans trainer, quitte à écraser les trucs qu'il y avait dans default, et ensuite rajouter age 2.36, donc l'ordre est important. Hein. Et ça va peut-être vous rappeler ce qu'on faisait dans underscore ou dans jQuery ou tout ça, avec des méthodes genre extend, hein, ou en ECMAScript 6, il y a une méthode dédiée pour ça qui s'appelle object assign, mais on n'a même pas besoin de ça avec les premières expérimentations de S7 qu'on a également dans Babel. On peut comme ça, clac, utiliser de l'object spread. Donc ça devient pareil très confort. Pareil, on peut spreader un tableau. Par exemple, en dessous, j'ai le cas classique qui ferait l'équivalent d'un unshift, qui rajouterait au début d'un tableau, mais sans modifier le tableau, en fait, en créant un nouveau tableau pour faire de l'immutable, ce qui a 1 milliard d'avantages. Et ben, du coup, qu'est-ce qu'on fait? On crée un nouveau tableau, on commence par un premier objet et on spread tout le tableau existant à la fin. Hein, et vous trouvez le même genre de syntaxe dans JSX quand vous faites du React, avec le point ici qui dit, bah voilà, actions, il y a une série de propriétés dedans, je vais les éclater comme propriétés passées à mon composant toDoItem. Donc pareil, c'est raisonnablement lisible et on gagne énormément en quantité de code, donc on réduit vachement le bruit. On peut faire des valeurs par défaut, hein, à la temps. Alors ces valeurs par défaut vont se déclencher uniquement si en face d'elles on a undefined, pas nul, pas false, pas 0, undefined, d'accord? Donc évidemment on peut le faire pour les arguments de fonction, on peut aussi le faire dans les affectations déstructurées, et là ça devient vraiment mignon. Par exemple, je peux dire, bah voilà, j'ai un tableau à droite du égal, et je vais prendre la première et la deuxième, le premier et le deuxième élément de ce tableau, dans first et dans second, mais si le deuxième élément n'est pas là, second vaudra foo par défaut. Et même chose pour les objets. Quand je fais une déstructuration d'objets, pareil, je peux mettre des valeurs par défaut si jamais la propriété en face n'est pas là. Donc pareil, on gagne énormément en concision au niveau du code. Et je dis bien concision, pas juste brièveté, c'est-à-dire qu'on ne perd pas pour autant en lisibilité. Les template strings, là aussi il y a un détail, mais il n'y a pas la hauteur de slide pour. Les template strings, la plupart du temps, les gens n'en parlent qu'à moitié. Donc, qu'est-ce que c'est? Il y a plusieurs aspects. La première chose, c'est l'interpolation. On n'a enfin plus besoin de fermer nos chaînes, faire plus, machin, etc., s'assurer qu'il y a les bons espaces, on a l'impression d'être en VB, quoi. Même PHP le fait bien. Donc on a enfin cette possibilité, il y a un nouveau délimiteur, au lieu d'utiliser des quotes simples ou doubles, qui, je vous le rappelle, sont exactement la même chose en JavaScript, on a les backticks, les backquotes, hein, qui sont en accès direct sur les claviers Mac notamment, et puis facile d'accès sur les claviers PC. Et à l'intérieur de chaînes délimitées par les backticks, il se passe plusieurs choses. Pour commencer, vous avez droit à $accolade, qui vous permet d'interpoler du JavaScript quelconque, comme ça au milieu de votre chaîne. Hein, donc vous avez un exemple là-haut. Ensuite, les chaînes délimitées par les backquotes sont nativement multilignes. Tu n'as pas besoin de faire des trucs spéciaux avec des backslash ou autres. Tant que tu n'as pas le deuxième backquote, c'est bon, s'il y a plusieurs lignes et tout, on s'en fout, ça roule.
Donc ça, c'est pratique aussi. Et puis, il y a un dernier aspect dans les template strings que je trouve vraiment génial et dont on ne parle pas assez, qui est ce qu'on appelle les tagged template strings. Ça veut dire qu'avant le backquote ouvrant, tu as le droit de mettre un mot, ce que tu veux, parce que ce mot-là, en fait, ça va être un nom de fonction qui est dans la portée, qu'on peut voir, qui a été importé, n'importe quoi, enfin ce que tu veux, tu y as accès. Et cette fonction-là, elle va être appelée, du coup, quand tu as ce littéral-là, genre HTML backquote machin, clac, en fait, ça appelle la fonction en découpant ta chaîne, ta template string, comme ceci. La première chose, c'est qu'elle va prendre toutes les parties statiques, donc tout ce qui n'est pas dans les $accolades. Donc ici, inférieur li supérieur, puis :espace bloc quote, puis / bloc quote soit CI. D'accord? Et ça va te filer ça sous forme d'un tableau en premier argument. Là, je l'ai appelé statics. Ensuite, toutes les parties dynamiques, ça va te les filer en argument individuel juste derrière. D'accord? Mais comme ici, j'ai utilisé un rest, point, bah pour moi, exp va être un tableau aussi de tous les arguments qui suivaient. Et du coup, tu fais ce que tu veux avec ça, et tu renvoies le texte final. Et c'est ce qui va se passer en fait. Quand tu fais juste ici, du coup, ma fonction s'appelle HTML, donc quand tu fais HTML backquote machin, hop, automatiquement, ça va appeler, ça va passer à travers ta fonction. Et donc, tu peux mettre en place des taggers comme ça pour des milliards de use cases. Un nouveau système de templating, ou pour auto-échapper par exemple les caractères spéciaux, là je l'ai juste fait avec inférieur pour que ça tienne dans le slide, mais tu le ferais avec les 5, inférieur, supérieur et commercial, single quote, double quote. Tu peux imaginer des tas de use cases à cette petite syntaxe très très courte qui te permet facilement d'utiliser une template string et néanmoins d'accéder, de faire ta propre tambouille sur la manipulation des parties dynamiques et des parties statiques. Donc ça c'est extrêmement sympa aussi. On a les fameuses fonctions fléchées. Alors en général, quand on parle de S6, le premier truc dont on parle, c'est les fonctions fléchées. Et en général, on dit une connerie dessus. Porteneuve, il croit encore qu'il a la vérité universelle. C'est quoi, ce connerie? Non, je l'aurais dit aussi il y a quelques jours, et puis entre-temps, je tombais sur le bon article. Donc ça tombe bien. Juste avant la conf, dis donc. Les fonctions fléchées, c'est une sorte de lambda, c'est-à-dire c'est une syntaxe courte pour faire ce qu'on aurait fait traditionnellement avec function. Donc on met l'argument, flèche qu'on appelle la flèche épaisse, la fat arrow, c'est-à-dire c'est égal supérieur, c'est pas tiré supérieur. Et alors derrière, on a plusieurs options. Donc sur ces exemples, j'aime bien parce que vous avez un peu tout. Vous avez par exemple un exemple tout simple avec les valeurs qui sont en face des propriétés calculées show active et show completed. Vous voyez, il y a un seul argument, donc j'ai même pas besoin de mettre mes parenthèses. Et puis derrière, il y a juste une expression, donc j'ai pas besoin non plus de mettre des accolades, j'ai pas besoin de mettre un return, cette expression va être renvoyée automatiquement. Donc ça, c'est super pour tout ce qui est prédicat, quoi, genre map, filter, every, sum, tous ces trucs-là. Ça, c'est génial, c'est vraiment très très court, c'est très confort. S'il n'y a pas d'argument, tu es obligé de mettre un jeu de parenthèses vide. Tu ne peux pas mettre la flèche cache direct comme ça. Et s'il y a plusieurs arguments, il faut mettre les parenthèses aussi. Avec les virgules autour, tu as le droit aux valeurs par défaut, tu as le droit à tout ça. Maintenant, la plupart des gens vous diront, les fonctions fléchées, ce qui est génial, c'est qu'elles préservent le this. Ceux d'entre vous qui ont fait du JavaScript depuis un certain temps, surtout si vous n'avez pas fait l'effort de lire les bonnes ressources ou d'aller dans les bonnes formations ou de regarder les bonnes vidéos, vous passez votre vie à vous arracher la gueule avec le this. Qui ici s'est au moins une fois arraché les cheveux avec le this? Voilà. Et la raison de ça, c'est qu'on arrive dans JavaScript en croyant que ça marche exactement comme les autres langages et qu'on a du pre-binding sur les fonctions et qu'il y a une notion de méthode pour de vrai. Ce n'est pas du tout le cas, il n'y a pas de notion de méthode en JavaScript, il n'y a que des fonctions. Et du coup, la plupart des fonctions ont ce qu'on appelle en standard un this lexical. Toutes les fonctions ont toujours eu un this lexical, c'est-à-dire que comme n'importe quel identifiant, quand tu es dans une fonction imbriquée et que tu utilises l'identifiant bidule, s'il n'est pas dans la fonction, elle va le chercher au-dessus, sinon elle le recherche au-dessus, etc. Sauf que, en JavaScript, quand tu faisais une fonction avec le mot-clé function, il y avait 4 identifiants, enfin 3, un quatrième depuis ECMAScript 6, qui étaient automatiquement redéfinis par la fonction. De base, tu n'avais pas le choix, c'était redéfini, donc ça existait en local à ta fonction, y compris ta fonction anonyme, ton callback et tout, qui était this, arguments, et puis depuis ECMAScript 6, on a également super et new.target. Et c'est toujours le cas, si tu fais function et tout, elles redéfinissent leur propre this, leurs propres arguments, etc. Et c'est pour ça que ce this, souvent, ça devenait le this global, enfin, c'était l'enfer, tu te dis, ah, j'ai paumé mon this, c'est quoi ce bordel, etc. Et donc les gens croient qu'avec les fonctions fléchées, en fait, elles gardent le this, genre elles s'auto-bind. Et en fait, c'est absolument pas le cas. Les fonctions fléchées, les fonctions à base de parenthèses et de flèches, elles ne redéfinissent pas, c'est tout. Elles se contentent de ne pas redéfinir leur propre this, arguments, super et new.target. Et donc, ces identifiants-là deviennent des identifiants
entre guillemets comme les autres, c'est-à-dire que quand tu vas les utiliser, puisqu'elles ne vont pas les trouver en local, elles vont les chercher dans la fonction englobante, et encore l'englobante, et encore l'englobante, etc. Et donc il faut se méfier, et si tu crois que c'est qu'une histoire de this, ce que beaucoup trop de tutos ont tendance à dire, tu vas risquer de faire de la fonction fléchée qui utilise arguments à tort, parce que ce ne sera pas le sien, ce sera l'argument de la closure. Tu vas éventuellement renvoyer un truc écrit en fonction fléchée qui est censé être un constructeur, alors que ce n'est pas possible d'appeler new sur une fonction fléchée, puisqu'elle n'a pas de this, tu ne peux pas la binder. Tu vas avoir tendance à renvoyer une fonction fléchée en disant t'as qu'à la binder, mais c'est pas possible, elle n'aura pas de this. Donc il faut faire attention à ça. Une fonction fléchée juste se contente de ne rien redéfinir. Elle ne redéfinit pas this new super, this new point target arguments et super. Elle les laisse. Et donc si tu utilises ça à l'intérieur, tu vas prendre ceux de la portée, comme n'importe quel autre identifiant. Et du coup effectivement, les gens disent j'ai pas paumé mon this dans mon callback anonyme. Bah oui effectivement, mais c'est pas parce qu'elle l'a reforcé, c'est parce qu'elle ne l'a pas forcé, ce qu'aurait fait function d'habitude. Tu vas pouvoir rentrer chez toi et faire tiens, j'ai une question pour toi, Robert. Et puis, voilà, Paris avant, hein. Paris des trucs, tant qu'à faire. Tu peux peut-être même rembourser ton billet. Let et const. Alors tu fais putain, 2015, les mecs sont contents, ils ont enfin const. Le langage avancé, quoi. Ouais, ça va, quoi. On avait plus important à faire, ok, hein? Tu veux qu'on parle de Java, qui a mis 15 ans à se dire est-ce qu'on va mettre les closures? Bon, donc const, effectivement, attention, c'est pas vraiment une constante au sens traditionnel. Const, c'est une référence que tu vas affecter une seule fois. Dans la pratique, personne ne s'amuse à faire const x point virgule et à définir x plus tard. Hein? Mais techniquement, tu pourrais, c'est juste tu peux l'affecter qu'une et une seule fois. Et il faut faire attention, c'est la référence elle-même qui joue. Hein. Et ça, c'est vrai dans beaucoup d'autres langages aussi, objets. Si tu fais une constante qui est un objet, le fait de le déclarer en constante ne t'empêche pas de tripatouiller l'objet. Hein. Tu fais un tableau constant avec const, tu as le droit de tripatouiller le tableau. Hein. Ce que tu n'as pas le droit, c'est de réaffecter à l'identifiant une nouvelle référence. Hein. Donc il faut se méfier de ça. C'est pas la même chose que object.freeze qui existe depuis US5 et qui lui, effectivement, gèle complètement l'objet, tu ne peux plus y toucher. Et on a let. Alors, let, la plupart du temps, tu ne devrais pas t'en servir. Moi, j'aurais tendance à vous dire, dans S6, c'est pas let is the new var, c'est const is the new var. Parce qu'en fait, l'immense majorité des variables qu'on déclare ne changent pas de valeur. Si ce n'est pas des compteurs de boucle ou des choses comme ça, en général, on les affecte une première fois, et dans l'immense majorité des fonctions, on ne les réaffecte pas derrière, en fait. L'immense majorité de nos fonctions ne sont pas des algos de malades, etc. Et donc, en fait, on ferait mieux carrément de les déclarer en const. Comme ça, si on les réaffecte, de deux choses l'une, soit effectivement on a raison, et à ce moment-là, on les remettra en var, soit on a fait une connerie et au moins on se fait rattraper par le compilateur. Let, il ne sert pas à ça. Let, contrairement à var, sa portée c'est le bloc. Hein. En JavaScript, et ça souvent ça a été source de confusion pour plein de monde, la portée des déclarations, la portée de var et de function, c'est la fonction englobante. C'est pas le bloc, c'est pas les accolades les plus proches comme dans beaucoup de langages, c'est toute la fonction englobante. Hein. Et s'il n'y a pas de fonction englobante, c'est le global. Et du coup, les gens qui faisaient des boucles genre for, var, vous voyez cette boucle-là, la dernière, vous l'avez peut-être toute faite, vous avez peut-être tous vu cet exemple. Si c'était pas un let, si c'était un var, ça m'afficherait 10 fois 10 au lieu de m'afficher 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pourquoi? Parce que l'affichage, il est appelé dans un set timeout, il est appelé en asynchrone. Et JavaScript est ainsi fait qu'il va terminer la passe actuelle, qui est la boucle, avant de commencer à s'occuper de l'asynchrone. Hein, JavaScript, c'est pas multithread, c'est pas réentrant, il n'y a pas tous ces bugs à la con avec les mutex, les exclusions, les sémaphores, les threads et tout ça. Et du coup, le problème, c'est qu'ici, ce var index, il existe en dehors de la boucle. Il ne change pas à chaque tour de boucle. La variable index, elle existe en dehors de la boucle. Elle est partagée par toutes ces petites fonctions anonymes créées à chaque tour de boucle. Et donc, à la fin, ces fonctions anonymes, quand elles vont finir par s'exécuter, elles regardent toutes le même index qui est sorti de la boucle et qui est donc à 10. Hein. Let, son principal intérêt, c'est qu'il va te permettre de casser ce genre de cas de figure. Parce que let, sa portée, c'est le bloc, même quand tu n'as pas mis les accolades. Ici, for définit un bloc, donc c'est le bloc. Et la variable va être copiée automatiquement. Elle a en fait ce qu'on appelle sa propre closure. Et du coup, en fait, ici, chaque fonction anonyme, chaque tour de boucle voit sa propre copie d'index qui est totalement indépendante des autres tours de boucle. Et donc on a plus ce problème de ah oui mais il faut isoler l'état quand ça va être appelé en asynchrone, etc. C'est pour moi le seul vrai use case de let. C'est pas juste je remplace tous mes vars par des let parce qu'en plus la performance est moins bonne. Hein. C'est vraiment pour faire de l'auto-isolation. Ceux d'entre vous qui faisaient pas mal de CoffeeScript se rappellent peut-être de la structure de langage qui s'appelle do, qui sert exactement à ça. Bon, parmi les petits détails à la con, on a des littéraux octo et binaires. Ceux d'entre vous qui tournaient encore sur de l'E8 ou avant, et qui êtes donc dans une runtime ES3,
se sont peut-être déjà fait mordre en alignant les nombres, en faisant du genre 0. Alors, tiens, oui, mais j'ai 1218. Alors, en fait, j'ai 42, mais du coup, je vais mettre 0042, tu vois. Hein, et en fait, ça vaut 52, ça. C'est-à-dire que, comme ça démarre par 0, la runtime fait « Ah, ben ça doit être de l'octal !» Et alors, elle interprète en octal. Et 42 en octal, c'est 52. Hein, et c'est d'autant plus con qu'en fait, ça n'a jamais été dans la spec officielle de JavaScript et l'hétéro-octo. Jamais. C'est juste qu'il y a un couillon qui a commencé à le faire et tous les autres ont copié, quoi. Hein, vous avez certainement eu ce problème avec Parsint. Hein, ceux d'entre vous qui ont joué avec Parsint, genre 0,9, sans mettre la base derrière, dans les vieilles runtime ES3, pouf, ça vaut 0. Hein, c'est sympa. Ça fait pas de bug, pas de warning, rien. Hein. Il a fallu attendre de S5 pour que ça se calme. Bon bah, dans ECMAScript 6, si tu fais un truc genre 0,42, tu te fais détruire. Hein, tu es en mode strict d'office. Donc il dit non, mais ça c'est un piège à con, ça, non, il faut pas. Hein. Adding avec des espaces si tu as envie. Par contre, on a 0O pour de l'octal et 0B pour du binaire. Hein, il ne manque plus qu'à avoir le droit à mettre des underscores pour grouper les morceaux et on sera aussi bien qu'en Ruby. Hein. Mais au moins, voilà, c'est plus explicite. Et 0,52, bah, tu vas te faire défoncer en fait. Il dira non, il faut faire 52 tout court là. Un des énormes avantages de S6, c'est qu'on a enfin des vrais modules. JavaScript, traditionnellement, n'a pas de système de modules. En tout cas, au niveau du langage, il n'y a rien. En ES5 et tout, il n'y a pas. Or, on a très vite eu besoin de modulariser, parce que dès l'instant où on a commencé à faire autre chose qu'un texte défilant, une validation d'email en général complètement moisie dans un formulaire ou des conneries dans ce genre, un petit effet de hop, je déroule mon menu, je refais mon menu et tout ça. Dès qu'on a commencé à faire des vrais applis, des vrais trucs un peu costauds, que ça soit serveur ou client, hein, quand tu fais Facebook, j'aime autant te dire que c'est un peu plus qu'un seul effet de jQuery toggle. Hein, oui. Tout ça pour piquer la vie privée des gens, mais c'est chaud quand même. T'as besoin d'un truc. Donc on a, avec l'émergence de Node notamment, les gens se sont rendus compte qu'il y avait un système qui existait déjà, qui s'appelait Server.js, qui définissait un format de module pour JavaScript. Ce format est devenu CommonJS, qui est le format aujourd'hui ultra dominant. Hein. Ceux d'entre vous qui font encore de l'AMD, il faut arrêter tout de suite. Hein. C'est déjà mort AMD, hein, c'est fini. C'est-à-dire que ça répond à un problème qu'on n'a pas, en fait. Puisque le principe de AMD, qui a été l'autre format ultra dominant, hein, il y a eu énormément, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 5 ans, ça a été la guerre des systèmes de chargement de modules. Tous les geeks et leurs beaux-frères codaient un système de chargement de modules. Lorsque la poussière est retombée, le Highlander, c'était Require.js. Et le format, c'était AMD. Asynchronous Module Definition. Et ce format, qui a un certain nombre de défauts, ne se justifiait que par l'idée de pouvoir charger dynamiquement des modules. Et là, dessus est arrivé le web mobile, où on s'est aperçu que faire tout plein de requêtes HTTP, c'est la pire idée du monde. Ça flingue instantanément les performances. Même si tu n'es pas en Edge, hein, si tu es en Edge Orange, tu sais, c'est genre, tu n'as pas de réseau, mais je n'ose pas te le dire. Mais même en 3G ou en 4G, je veux dire, même à côté de la plaque 4G, faire une hiérarchie de requête HTTP, vu que c'est le fait de faire la requête qui est lent, c'est pas tellement la taille du truc, on s'est aperçu que c'était un très mauvais problème, et du coup, on est plus passé vers la concaténation, vers le bundling. Dès l'instant où tu bundles et où tu as donc l'essentiel des modules, tu as des approches hybrides où tu fais, ouais, là, j'ai pas de bol, je suis dans une appli où 95% de mon code, on s'en sert 1% du temps. Bon, bah ok, tu vas faire 2 gros bundles. Un bundle avec le 1% du code, un bundle avec le 95% du code, et tu as 1001 moyens simples de le charger sans passer par AMD. Mais dès l'instant où l'essentiel de notre code était déjà là, il n'y avait pas du tout besoin de la synchrone, donc on n'avait pas du tout besoin de faire chier avec AMD. Et du coup, AMD est globalement mort. CommonJS est devenu le format standard avec des outils qui l'ont popularisé, comme Browserify, qui est devenu incontournable, Brunch, les formats de sortie de différents systèmes, Webpack, évidemment, Rollup, tous ces systèmes-là. Mais ça reste de la lib. Ça reste de la convention qui n'est pas définie par le langage et qui a quelques problèmes, notamment, par exemple, le problème des dépendances circulaires et 2-3 autres trucs. Et puis qui n'est pas très lisible. Donc dans ECMAScript 6, on a une vraie syntaxe de module, et cette syntaxe a vraiment remporté la guerre complètement. C'est une des principales raisons pour plein de monde de se mettre à ES6, c'est de pouvoir avoir accès à cette syntaxe. Elle va vous rappeler énormément ce que vous faisiez en Python, pour ceux d'entre vous qui faites du Python, mais d'une manière générale, elle est familière et intuitive pour beaucoup de personnes de beaucoup de langages, même si c'est Python dont elle se rapproche le plus, superficiellement, d'un point de vue syntaxe. Cette syntaxe, elle nous permet de tout faire. Elle est compatible avec du chargement dynamique lorsqu'il y a besoin. Il y a à côté de l'API de ES6 à proprement parler, il y a un autre standard qui s'appelle l'API Loader,
qui se traduit essentiellement par un système.import et qui permet de charger dynamiquement et d'incorporer dans la résolution générale des modules. Et c'est au top, c'est extrêmement lisible, extrêmement simple, c'est pour ça que vous voyez tous les nouveaux tutos, encore une fois, React, Redux, Angular 2, Ember 2, Aurelia et tout ça qui sont là-dedans, hein, qui sont en ES6, en passant par Babel. Et vous avez vu comment je fais galérer le mec qui a la suiveuse, là, j'arrête pas de bouger. Là, vous avez plein d'exemples, j'en ai mis un certain nombre, il n'y a pas tout. En bas, par exemple, on fait ce qu'on appelle de l'export à la volée. Alors c'est simple, hein, tu veux que tout en ES6, c'est comme en CommonJS, tout fichier est un module, un seul. D'office, c'est comme ça. Hein, et du coup, ce fichier, tout ce que tu déclares dedans avec les mots-clés traditionnels de déclaration, let, const, var, function, class, etc., c'est privé jusqu'à nouvel ordre, ça ne sort pas. Donc tu ne peux pas polluer le global par erreur. Et ce que tu veux effectivement publier, que l'extérieur puisse voir, tu mets export devant la déclaration, ou tu feras un export a posteriori, ce que je ne vous montre pas là, mais évidemment on peut faire un export à la fin, global, il n'y a pas de problème. Mais sinon, il suffit de mettre export devant la déclaration, ce qui a l'avantage d'être super lisible. Hein. Et on peut également avoir ce qu'on appelle, vous le voyez dans l'exemple du milieu, un export par défaut. Hein, ça c'est extrêmement fréquent, c'est un peu comme quand en CommonJS tu écrases module export pour démarrer. C'est-à-dire, on dit voilà, ce module il exporte une demi-douzaine de trucs, mais fondamentalement quand les gens le chopent, par défaut ce qu'ils aiment c'est tel truc. Hein. Par exemple le module jQuery, il exporte à peu près 7-8 trucs, mais par défaut quand tu importes jQuery, ce que tu veux c'est la fameuse fonction de jQuery, c'est $. Hein. Donc ça serait son export par défaut. Même chose avec React. React, il y a plein de propriétés à l'intérieur de ce qui est exporté. Évidemment, il y a prop types, components, class, un certain nombre d'autres trucs. Mais à la base, quand tu chopes React, ce que tu veux, c'est React, le namespace. Hein. Et du coup, ça, on le fait avec un export par défaut. Peut bien sûr y en avoir qu'un. Vous avez juste au-dessus différents exemples d'import dans ce même exemple du milieu. Par exemple, la deuxième ligne, c'est un import juste de l'import par défaut. Vous voyez, il y a juste un nom, from, machin. C'est un chemin. Juste en dessous, il y a un import avec que des propriétés qualifiées, toujours avec la syntaxe de déstructuration. Hein. Sauf que là, ici, si je voulais changer le nom dans mon module, au lieu de faire showAll 2 points quelque chose, je ferai un truc plus lisible qui est showAll as et le nom que je veux en local. Hein. Et donc là, par exemple, je chope 3 constantes depuis mon module de constantes. Et vous voyez en première ligne qu'on peut très bien mélanger les genres. On peut faire une même syntaxe d'import qui importe et le par défaut, puisqu'il n'y a pas d'accolade autour, et des exports précis en utilisant les accolades pour la déstructuration. C'est très 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 vite addictif comme syntaxe, parce qu'on s'aperçoit qu'à l'usage, c'est très très clair, c'est très intuitif, ça marche très bien. Et les pythonistas parmi vous, il y en a quelques-uns. Vous n'allez pas me dire le contraire. On peut même faire de l'import général en namespace, c'est ce que vous avez là-haut, un truc qui dit voilà, on va importer la totale de ce qu'il y a dans action types et on va le mettre dans un namespace qu'on appelle types, donc on fera types. Et on peut même faire de la délégation. On pourrait réexporter hors de notre module en direct tout ce qui est exporté par un module inclus. On pourrait faire un export étoile from, par exemple, pour réduire en fait les chemins à base de points, réduire l'impact de d'émetteur. Donc ça c'est le top. C'est extrêmement agréable, extrêmement utile les modules ES6. Franchement, c'est vers ça qu'on va. Faut le savoir. L'avenir de JavaScript aujourd'hui est ce que d'ores et déjà tous les nouveaux frameworks, tout ce qui a émergé en 2015 pratiquement, fait. C'est du module ES6. On a arrêté CommonJS pour le nouveau, on a arrêté AMD, on a arrêté tout ça, on est sur du module ES6, c'est vers ça qu'on va. Hein. C'est ça qui va être pris en charge. Et ça gère les problématiques de chargement dynamique, je ne vous le montre pas là parce que ce n'est pas ES6 à proprement parler, c'est une API compagnon, mais on utilise les deux tout le temps. Il y a des tas de mécanismes qui vont vous permettre d'utiliser cette syntaxe de module dans votre codebase existante. Parce que là, effectivement, c'est le flip. C'est genre, oui, mais moi, dans ma codebase, j'ai 83 000 modules old school, j'ai du global, j'ai du CommonJS, j'ai de l'AMD, c'est l'enfer, j'en peux plus. Je ne peux pas tout réécrire d'un coup d'un seul en ES6, je vais me tirer une balle. Certes, good point. Il y a des mécanismes qui te permettent de faire du transitionnel pour ça. Il y a par exemple une espèce de tour de force technique qui s'appelle System.js. System.js, pour moi, c'est vraiment un outil transitoire. C'est le temps que tu es migré. Hein, parce qu'à côté de ça, il a d'autres inconvénients par rapport à Webpack ou des choses comme ça. Mais System.js, c'est un module loader, donc côté client dans ton navigateur. Parce que côté serveur, il y a d'autres manières, plus simples. C'est un module loader qui te permet de faire interopérer entre eux, mais dans tous les sens, tous les types de modules. C'est-à-dire que tu peux avoir une lib qui, pas de bol, est en global comme une old school de merde. Genre strophe.js, qui est très très bien, mais qui n'a jamais entendu parler de module. Donc qui pourrit le global dans la joie. C'est un client XMPP.
À côté de ça, tu as une lib que tu aimes bien qui fait soit global, soit AMD, mais qui veut pas faire du CommonJS. Et à côté de ça, tu as ton code à toi qui historiquement était en AMD, ou inversement, tu fais ta tambouille, et tu dis maintenant je voudrais être en ES6. Et tu dis comment je vais faire cohabiter un truc pareil? Bah, tu peux passer par System.js qui va être capable de prendre la main sur tout ça, de faire en sorte que quand CommonJS require d'autres modules, peu importe dans quoi ils sont, il va se démerder. Quand AMD define et tout des dépendances, peu importe dans quoi sont ces dépendances, il va se démerder. Quand ESJS import from machin, il va se démerder. Et même s'il y a du global dans le tas, il se débrouille. Je veux pas être les gars qui ont codé System.js. Mais ça marche. Et donc tu peux t'en servir en transitoire. Après, pour compléter juste avec du CommonJS, il y a des tas de choses. Hein. Browserify, ça, machin, ils ont tous des mécanismes qui te permettent de faire du module ES6 qui cohabite avec du CommonJS, notamment pour Node. Mais pas que. Là où ES6 va vraiment être top aussi, c'est tout ce qui est asynchrone. Hein. Vous savez, l'asynchrone, c'est le truc classique. Vous avez tous vu ou lu des articles, des vidéos, des press et tout sur les fameux callback hell, pyramid of doom et tous ces trucs-là à base de décallback dans des callbacks, dans des callbacks, dans des callbacks. Oui, ce qu'on appelle du code de débutant. Hein. C'est le code qui arrive quand on démarre en JavaScript, un truc un peu riche, et qu'on n'a pas encore pris l'habitude d'arrêter de faire des callbacks anonymes les uns dans les autres et de commencer à structurer son code un petit peu mieux. Alors la première solution traditionnelle qu'on a eue à ça, et qui marche très bien et qui a plein d'avantages, et la plupart des gens disent c'est juste une autre manière d'écrire les callbacks, en fait non, elle a 1 million d'avantages beaucoup plus poussés que simplement de réécrire les callbacks, ce sont les promesses. Hein. Donc, qui ici a déjà utilisé une lib de promesses ou utilisé une lib qui utilisait des promesses? Ah oui, ça commence à en faire pas mal. Hein. C'est devenu presque le standard. Bon, en ES6, les promesses, on les a en natif. Donc, on n'a plus besoin d'une lib. On n'a plus besoin d'utiliser Q ou RSVP ou Bluebird ou tout ça. On a les promesses en natif qui cartonnent, là, pour le coup, en perf. Et donc, ça, c'est pas mal. Et comme toutes ces promesses-là sont compatibles avec un standard qui s'appelle Promises A+, on peut en fait faire interopérer, on peut très bien combiner des promesses natives avec des promesses issues de Q, avec des promesses issues de Bluebird ou de RSVP, ça marche. Ce qui est pas mal, parce que souvent, quand on utilise une lib, genre, je sais pas moi, Mongoose pour taper dans MongoDB, bah, ils ont leur propre implémentation de promesses. Ça me ferait chier si je pouvais pas, moi, utiliser les promesses natives pour combiner ça avec d'autres promesses qui viennent d'une autre lib dont je me sers, qui, elle, serait basée sur RSVP, par exemple. Donc tout ça interopère, mais on les a en natif maintenant en ES6. Et donc ça, c'est très très cool. Mais vous voyez que même si ça nous permet de faire les choses de manière plus plate, plus sympa, et surtout, la grosse valeur des promesses qui n'est pas illustrée là, c'est leur composabilité. C'est ça qui les rend vraiment géniales. On est quand même dans des structures de code qui ne sont pas du tout les structures dont on avait l'habitude en synchrone, c'est-à-dire dans des systèmes bloquants. Hein. Quand on écrit du Java, ou du Python, ou du Ruby, ou du C#, même si C#, on va le voir, lui, il a trouvé la solution, et on s'en est inspiré, bah on fait du synchrone, on fait des boucles, on fait du while, on fait du for, on fait du try-catch, c'est simple, quoi, c'est de là à de là, hein, c'est la recette de cuisine, c'est pipeau, c'est très facile de raisonner comme ça. Le problème, c'est que dès qu'on veut torcher en perf, et donc être totalement non bloquant, bah, étant donné qu'on passe sa vie à rendre la main et il se passera les choses plus tard, c'est très 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 compliqué d'avoir un code simple déroulé de haut en bas. Alors vous avez des liens, là, il y a un super truc qui s'appelle Promises qui permet de bien appréhender visuellement comment marchent les promesses. Et pareil, il y a un lien sur un super tuto, également en français, sur HTML5Rocks. Je vous encourage vraiment à le lire parce que les promesses ne vont pas disparaître. Hein. Elles ont toujours une vraie utilité. En revanche, nous, pour dompter notre code asynchrone, ce qui est vraiment super, ce sont les fonctions asynchrones. Elles sont dans ES7, elles sont stage 2, donc elles sont validées. On sait qu'on les aura en ES7, on connaît déjà la gueule de l'API. Et donc Babel les a déjà, parce qu'en fait, il peut les simuler assez facilement. Là, pour le coup, on a quasiment copié-collé ce qu'a fait C# 5. Hein, on avait putain, dans C# 5, Async Await, c'est une super bonne idée, on la prend. Hein, l'avantage de l'open source. Parce que je vous rappelle, C# est open source aussi maintenant. Et là, vous avez un petit exemple. Alors, c'est du code qui tourne pour de vrai. Hein, je vais vous l'exécuter. Hein, c'est un truc qui s'appelle Tonic, qui me permet de prendre un peu n'importe quel morceau de code, de l'exécuter dans une sorte de Docker qui a accès à tout Node. Ah oui, bah par contre, oui, effectivement, cette clé API, elle s'est fait bourrer la gueule à force. C'est la clé 2 chez Tonic, en fait, c'est un exemple de chez Tonic. Ah, pas de chance. Mais on va regarder, ce que je veux que vous voyez, c'est une fonction qui elle-même est susceptible de renvoyer un résultat asynchrone, que ce résultat soit une promesse ou que ça soit effectivement l'attente d'une autre fonction asynchrone. Cette fonction se prédéclare avec le mot-clé async. Hein, donc les C#iens, il y a des C#iens parmi vous, C# 5 au-delà? Voilà, donc là vous êtes à la maison, hein, async await, les tasks et tout, pim, hein. Ça vous empêche pas de faire du SQL Server après, hein, ça mais on peut pas tout avoir.
En face, vous voyez que lorsque je vais taper dans quelque chose qui renvoie une promesse, ou dans une autre fonction elle-même asynchrone, si je veux dire non, 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 moi je veux que mon code il fonctionne comme d'hab, les boucles, les while, les try-catch et tout, ben, je vais le préfixer avec le mot-clé await. Et au moment de ce await, ce qui va se passer, c'est que ma fonction à moi, elle va rendre la main. Elle va geler, elle ne bloque pas, elle rend la main, elle dit bah, JavaScript, fais ta life. Hein, vas-y, consomme, hein, prends le CPU, fais-toi plaisir, fais autre chose. Moi, pendant ce temps-là, ma fonction, il y a quelque chose qui se passe au niveau des entrées-sorties, de n'importe quoi qui normalement serait bloquant. À un moment donné, ça va être prêt, et je vais me réveiller, récupérer mon état à un moment où voilà, il y aura de la place pour moi, et hop, je vais reprendre le résultat derrière. Les exceptions se propagent normalement, du coup, tes structures de contrôle, while, for et tout, normal, ça fonctionne comme d'hab. En gros, tu as du code qui se lit et qui fonctionne intellectuellement comme un code synchrone bloquant, sauf qu'il n'est pas bloquant, donc il torche en perf. Et ça, c'est vraiment un truc, tu commences à l'utiliser, tu ne comprends pas comment tu as fait pour faire autrement avant, en fait. Hein. Ou alors, tu avais un gros cluster, en fait, hein, c'est tout. Donc ça, c'est vraiment, vraiment cool. Et il y a des belles présentations que je vous encourage vraiment à aller regarder là-dessus, qui sont vraiment, là, c'est le topissime. Techniquement, c'est de l'ES7, mais on l'a déjà dans Babel. Et puis encore plus fort, et je suis à peu près dans les temps, avec les proxys, avec autre chose. Alors, je le précise juste presque par souci d'exhaustivité. On a dans ES7 un truc qui s'appelle les comprehensions. Alors, il y a deux types de comprehensions, mais notamment, il y a une compréhension sur les tableaux. Vous voyez ici, c'est-à-dire que for à l'intérieur d'un crochet, enfin de deux crochets, devient une expression. Hein, comme en CoffeeScript, comme en Ruby, comme... je ne sais plus si en Python, for est une expression. Ouais? Non? Les pythonistes dorment. Je les ai assommés. Et du coup, ici, ce for, c'est comme une sorte de map, en fait, hein, de map conditionnelle, comme une expression, une compréhension conditionnelle. En CoffeeScript, ça aurait ressemblé au deuxième exemple. Hein. C'est un truc qu'on fait énormément en Ruby aussi, des choses comme ça. Donc ça fait disparaître un peu l'usage de map et de choses comme ça. Je vous parle pas d'un truc qui est très utile, mais qui mériterait une presse à part entière dans ES6, ça s'appelle les générateurs, qui nous permet de faire du lazy, de l'évaluation paresseuse, ce qui est extrêmement utile pour un milliard de choses, mais voilà, là, j'ai juste pas le temps. On peut faire ce qu'on appelle les décorateurs. Alors ça, c'est pareil, c'est du stage 0, c'est juste proposé pour l'instant. C'est pas encore officiellement garanti pour ES7 ou même pour ES8, mais il y a un très très fort intérêt dans le TC39 pour ça. C'est juste du sucre syntaxique, hein, c'est-à-dire que ça va vous rappeler les annotations de Java. Et en fait, nous, on a complètement la main là-dessus, c'est-à-dire que ces trucs-là, ce sont des fonctions que nous, on fournit, et qui vont être appelées d'une certaine manière, qui vont avoir l'opportunité en fait, de tripatouiller le prototype à la volée. Et on peut s'en servir du coup pour, et c'est configurable en plus, c'est paramétrable, vous voyez, on peut passer plusieurs paramètres dedans, c'est des fonctions à terme. Donc, et ça va nous permettre de standardiser des best practices ou d'enlever du boilerplate au niveau de notre code pour dire, bah voilà, ça c'est toujours codé comme ça, c'est toujours une sorte de méta-programmation, et hop, on va pouvoir le rendre extrêmement concis là-dessus. Et il y a des tas d'exemples, il y a un article génial là sur les décorateurs avec des tas d'exemples géniaux d'utilisation des décorateurs. Et puis un truc incroyable qui techniquement est dans ES6, mais aujourd'hui, il y a une seule runtime qui le prend en charge. Donc ça, Babel, par exemple, s'il vous voit le faire, il va pas le traduire, il va juste le laisser passer en espérant que vous le fassiez tourner sur une runtime qu'il a. Pour l'instant, il y a une seule runtime qu'il a, c'est Firefox, les Firefox récents. Mais on sait que ça va arriver dans Edge, on sait que ça va arriver dans V8, donc dans Chrome, dans Node, etc. Ce sont les proxies. Un proxy, en fait, c'est quelque chose qui va te permettre d'enrober un objet, de renvoyer à la place un autre objet qui est de manière tout à fait transparente, sert d'intermédiaire. Et donc, tu vas pouvoir prendre la main sur n'importe quel comportement technique de la runtime JavaScript lorsqu'elle tripatouille cet objet. Donc la lecture de propriété, l'écriture, le changement de prototype, l'instanciation avec new, etc., etc. Tu peux prendre la main et intercepter ce comportement et faire autre chose. Il y a 1 million de use cases rigolos. Par exemple, implémenter les indices négatifs dans les tableaux, entre les crochets, comme en Ruby. Un truc que j'aime beaucoup, ce qu'on appelle les objets défensifs. Hein. Il y a Chris Hallman qui faisait une petite presse tout récemment, là où il avait fait une blague très très drôle. Il fait: comment veux-tu savoir s'il y a une explosion de la demande en termes de job JavaScript? Regarde Google Trends sur la recherche undefined is not a function. C'est vachement bien vu. Et on est tous tombés là-dessus. Hein, qui ici est déjà tombé sur undefined is not a function en faisant du JavaScript? Bah oui, à moins que tu aies fait Hello World, tu vas tomber dessus. Et en fait, le problème, c'est que régulièrement, tu accèdes, tu fais une faute de frappe, n'importe quoi, un truc, tu tapes dans une propriété qui n'existe pas. Et JavaScript, il n'explose pas quand tu fais ça. Quand tu fais objet.truc et il n'y a pas de truc, bah ça vaut undefined. Bah, via des proxys, par exemple en customisant ton constructeur, tu pourrais prendre la main sur ce qu'on appelle un trap qui s'appelle get, ici, donc qui va être appelé dès qu'il y a l'accès à une propriété. Et
il va faire ce qu'il veut. Donc là, par exemple, ce qu'il fait, c'est qu'il vérifie que la propriété, elle est dans l'objet, elle existe, sinon il lève une exception. Et si elle est là, eh bien, en passant par un namespace qui vient avec ça, qui s'appelle reflect, il va laisser le comportement par défaut du trap get s'exécuter. Hein. Et donc, effectivement, tu vois, j'ai un objet avec first et last. Si je fais o.first, je vais pas me taper undefined. Je vais me prendre une grosse exception dans la gueule. Tu sais, il y a des tas de gens qui disent « Ah putain, enfin !» Ouais, tu peux aussi ne pas faire de faute. Ça marche bien, hein? Je comprends pas les gens qui ont du temps à perdre, ils mettent des bugs dans leur code et tout, c'est incroyable. Voilà, on fait des super formations, on fait des formations qui parlent de tout ça, notamment à partir de février. Et il me laisse peut-être 2 minutes pour les questions-réponses ici en salle, et après n'hésitez pas à venir me trouver à côté. Question. Donc on va avoir genre une question, quoi. Voilà, c'est monsieur, bravo. Bonjour, c'est juste pour vous demander, est-ce qu'il y a quelque chose de prévu sur l'amélioration de la visibilité des champs dans les objets? De la lisibilité. Visibilité. Ah, private, public, protected ouais, et ça. voilà, Ok, alors non, et je vais dire pourquoi. Parce que ça ne sert à rien. Private, dans tous les langages, à ma connaissance, est contournable. C'est-à-dire qu'il y a toujours un moyen, via l'API de réflexivité, via des choses comme ça, de contourner private. Donc en fait, private, protected et tout ça, ce sont des indices. Ce sont des marqueurs dans ton code qui disent « Attention mec, si tu joues avec ça d'une manière ou d'une autre, moi je ne m'engage pas parce que ça marche dans la version suivante, j'ai le droit d'y péter la gueule. Hein » C'est juste un indice de syntaxe, et donc traditionnellement, dans des langages qui n'ont pas ça, on met genre un underscore au début, tu sais, ou un truc comme ça, qui a un peu le même rôle, qui dit ça, mec, je serais toi, j'éviterais. Hein A contrario, je dis toujours quand j'ai cette question-là, que JavaScript, lui, est peut-être le seul langage à ma connaissance qui a un vrai système de private qui est basé sur les closures. C'est-à-dire qu'un truc qui est dans une closure est ironclad, l'extérieur ne peut pas le voir. Après, pour faire ce qu'on appelle du privé d'instance, il faut ruser un peu. On a un pseudo-mécanisme qui s'en approche, ça s'appelle les symboles, en ES6, mais les symboles sont quand même énumérables. Tu peux faire un get on symbols, etc., et donc les énumérer. On peut s'en approcher, mais en général, private, le vrai private en JavaScript, on va le réserver à des questions sécuritaires, pas simplement d'architecture, et par exemple pour des token OAuth, des choses comme ça, et donc on va passer par les closures pour ça. Voilà. Après, tu pourrais faire passer par les décorateurs, faire un add private qui regarde en fait le contexte au moment du get et qui pourrait gueuler, tu vois, ça serait possible, tu pourrais imaginer des choses comme ça. Je dois rendre la salle dans 30 secondes, ça va être trop court. Je suis juste de l'autre côté, au niveau du premier, au niveau de là où il y a les sponsors et tout, pendant une dizaine de 15, 20, 30 minutes. N'hésitez pas à venir me trouver si vous avez d'autres questions. Merci beaucoup. Eh ben bravo. Hop, c'est bon. Merci. Salut. Salut.